Le père Maker avec nous au studio. Bonjour père. Bonjour Bob. Je peux déjà commencer anticipativement vous souhaiter bonne fête de l'indépendance, car c'est pour demain. Merci et pareillement. Voilà, merci beaucoup. Hier, c'était la colonisation. Et vous avez bien parlé, et puis il y a eu des réactions. J'aimerais qu'on puisse répédaler en 2 ou 3 minutes ce que vous avez parlé hier à ce qui concerne la colonisation. Oui, hier, nous avons parlé de la colonisation du Congo sous Léopold II entre 1885 et 1908 et sous l'administration belge entre 1908 et 1960. Nous avons vu que malgré d'importantes réalisations sur le plan infrastructurel, le Congo a connu un sort vraiment déplorable. Massacres collectifs, expéditions punitives et toutes sortes d'humiliations. L'annonce du plan décennal pour le développement économique et social du Congo en 1949 ne contribua même pas à renverser la tendance, car le Congo est demeuré politiquement très en retard par rapport à d'autres pays africains. Et pourtant, le pays des Kasavubu et des Lumumba ne mettra pas longtemps pour accéder à l'indépendance. Et certainement qu'il y a eu des facteurs décisifs qui ont pu accélérer ce processus de décolonisation. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Nous gardons toujours le même rythme, amis auditeurs, chers internautes. Notre messagerie déjà activée au cours de l'exposé du père Maker Manimba. Vous pouvez déjà glisser votre message ou votre préoccupation au moment opportun, soit lors de l'interactivité. Nous allons vous accorder la parole. Là, aujourd'hui, c'est autre chose, ce n'est plus la colonisation. Aujourd'hui, c'est processus de décolonisation, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, car demain, ça sera l'indépendance. On va parler de l'indépendance, mais aujourd'hui, processus de décolonisation. Sans plus tarder, on vous accorde en premier la parole, le père, et puis nous allons donner la parole aussi aux auditeurs pour la partie interactive. Mais d'abord, votre exposé, vous avez la parole. Merci. L'accession du Congo à Zaïre, à la souveraineté internationale, ne peut être considérée comme le fait d'une génération spontanée. Plusieurs facteurs significatifs ont contribué à en accélérer le processus. Pour permettre aux auditeurs de saisir la portée historique du mouvement en faveur de cette émancipation politique entre 1945 et 1960, je vais rapidement indiquer certains facteurs ou événements saillants qui l'ont marqué, contribuant ainsi à précipiter la chute du régime colonial belge. Alors je vais citer ces événements ou ces facteurs. Je commencerai par la charte de San Francisco et la dynamique anticolonialiste des Nations Unies, la conférence de Bandung, je continuerai avec le plan des 30 ans de Van Bilsen, la conférence panafricaine d'Accra en 1958 et les émeutes de janvier 1959 à Léopoldville. Commençons par la charte de San Francisco. Sur le plan international, le mouvement en faveur de la décolonisation commence sérieusement en 1945 avec la promulgation de la charte de San Francisco, signée le 26 juin de la même année, 1945. Cette charte posa 3 principes anticolonialistes dans son article 73. La primauté des intérêts de peuples colonisés sur ceux des nations colonisatrices, la prise en compte des aspirations politiques de peuples colonisés et notamment de leur éventuel désir d'indépendance que doit satisfaire le colonisateur et la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies en la matière à travers le système de tutelle. On voit très bien que ici, 2 pays ou 2 nations
notoirement colonisatrices étaient visées, notamment l'Angleterre et la France. Les États-Unis, la Russie et puis la Chine vont souvent s'attaquer à ces deux pays pour les pousser à amorcer le processus de décolonisation. Au Congo belge, l'ONU tenta dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, d'imposer la nouvelle dynamique anticolonialiste à la Belgique. La Belgique qui était farouchement attachée au respect de la charte coloniale qui, on le sait, ne prévoyait nullement de conduire le peuple colonisé vers l'autonomie. En 1953, les Nations Unies allèrent encore plus loin dans leurs exigences et pressèrent le gouvernement belge de fournir des renseignements sur la progression politique des indigènes congolais. Bruxelles réagit contre une telle injonction et accusa l'organisation internationale de chercher à empiéter sur ses droits souverains. Peu de temps après, la Belgique claqua bruyamment la porte du comité des renseignements alors qu'elle en faisait partie depuis 1947. C'est dans ces contextes de tension entre la Belgique et les Nations Unies que le jeune roi Baudouin Ier, encore célibataire, effectua en juin 1955 son premier voyage au Congo, peu après la tenue de la conférence de solidarité afro-asiatique à Bandung, en Indonésie. Et ça m'amène à parler justement de la conférence de Bandung comme un des facteurs décisifs qui a contribué justement à pousser la Belgique vers le processus de décolonisation. Les nouvelles provenant de l'Extrême-Orient ne rassuraient pas les puissances coloniales dont le mythe d'invincibilité était sérieusement effrité. On sait déjà que entre 39 et 45, la France s'était retrouvée dans la même situation que le pays colonisé, parce que la France elle-même était occupée par l'Allemagne hitlérienne. L'Angleterre aussi était chassée par le Japon de l'Asie du Sud-Est. Et du coup, beaucoup de ces colonies ont compris que ces deux puissances n'étaient pas les puissances invincibles dont on parlait souvent. Et qu'est-ce qui se passe avec la France? Un signal fort en ce sens fut donné en 1954 lorsque le général vietnamien Vo Nguyen Giap et ses hommes infligèrent une cuisante défaite aux troupes françaises du redoutable corps expéditionnaire en Extrême-Orient à Dien Bien Phu au Vietnam le 7 mai 1954, événement fondateur de l'émergence d'un Vietnam indépendant et de la fin de la domination française en Indochine. Dans la foulée de la débâcle française, la conférence des solidarités afro-asiatiques fut convoquée à Bandung en avril 1955 à l'initiative de Nehru, Nasser, Bourguiba et Sukarno. Il s'agissait dès le départ de sceller une alliance durable entre l'Asie et l'Afrique et de liquider les séquelles coloniales sur les deux continents. Signe des temps, l'Europe accusée de péché de colonialisme n'y fut pas invitée. La conférence de Bandung poursuivait principalement deux objectifs. Elle se voulait d'abord une réaction énergique contre la conférence de Yalta, où en 1945, les deux blocs communistes et capitalistes s'étaient arbitrairement partagé le gâteau du monde issu de la Seconde Guerre mondiale. Elle entendait ensuite, cette conférence de Bandung, poser en des termes clairs la question de l'émancipation de peuples encore soumis à la colonisation, tant en Asie qu'en Afrique. La conférence de solidarité afro-asiatique eut un tel retentissement sur l'opinion internationale qu'en Belgique, le parti politique de gauche
et certains intellectuels progressistes commencèrent à se mobiliser en faveur d'un processus de décolonisation en Afrique, à commencer par le Congo belge. Nous savons qu'à l'époque, il n'y a pas que les Congos qui étaient colonisés par la Belgique. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, et la communauté internationale avait accordé à la Belgique l'administration du Rwanda-Urundi. C'est justement dans ces contextes que le professeur Van Bilsen, voulant à sa manière anticiper les événements, souleva en décembre 1955 la question jusque-là taboue, à savoir l'émancipation politique des territoires sous occupation belge en Afrique. Et on devait commencer par le Congo. Et parlons de ce plan de 30 ans de Van Bilsen. Van Bilsen, en décembre 1955, il est resté très en phase avec l'évolution de la situation politique prévalant dans les territoires sous occupation coloniale belge en Afrique et réconforté dans ses convictions par la débâcle française à Dien Bien Phu. Il publie dans la revue flamande De Gids son plan de 30 ans pour l'émancipation politique de l'Afrique belge, dont la version française parut en février 1956 dans les dossiers de l'Action sociale catholique. La proposition d'émancipation progressive sur une période de 30 ans faite par Van Bilsen comportait en réalité un aspect strictement tactique. Étant donné qu'à peu près personne en Belgique n'acceptait l'idée d'une décolonisation à moyen terme, et étant donné le retard du Congo sur le plan politique, un délai plus long rendait la proposition plus crédible. Van Bilsen avait bien vu, un délai de 30 ans paraîtrait raisonnable et de ce fait, certains préjugés disparaîtraient de telle façon qu'on puisse établir immédiatement un plan avec la participation des Congolais. Cette invitation à établir dans le meilleur délai un plan fut de toute façon très mal accueillie, tant par la classe politique métropolitaine que par les milieux coloniaux au Congo. On accusa Van Bilsen de vouloir brader l'empire colonial. Mais même marginalisé pour ce prise de position, le professeur allemand était néanmoins convaincu d'une chose. Une fois le débat engagé dans les milieux intellectuels belges et congolais, les gouvernements métropolitains se verraient obligés de constituer un groupe de travail composé de membres du Parlement et de personnalités indépendantes chargées de présenter une nouvelle politique coloniale qui devait être une politique de décolonisation. Dans son plan de 30 ans, Van Bilsen ne se contenta pas que de fixer un délai 1955-1985. Il indiqua aussi les voies à suivre pour accéder sans heurts et sans bouleversement économique majeur à l'indépendance politique des colonies belges en Afrique. Pour cela, convaincu que l'émancipation politique du Congo et du Rwanda-Urundi était irréversible, Van Bilsen proposa prioritairement l'africanisation des cadres aussi bien dans l'administration que dans l'armée, les développements quantitatifs et qualitatifs des réseaux de scolarisation et de formation pour les Africains, la participation progressive mais effective des Africains aux affaires politiques de la colonie, la réduction et la suppression des barrières des couleurs et des ségrégations raciales, tant dans la vie quotidienne que dans la vie collective. Mais il proposait aussi la reconnaissance effective du droit des Noirs aux libertés publiques d'opinion, d'association et des cultes. On comprend très bien que Van Bilsen était conscient des difficultés inhérentes à la réalisation de ce plan. Aussi prit-il le soin de préciser que ces engagements arriveraient à leur plein épanouissement en 1985, un temps raisonnable selon lui pour former une nouvelle génération de cadres. Et faisant preuve d'un grand réalisme, il dévoila le fond de sa pensée dans l'hebdomadaire L'Instant. Alors il se demande
Pourquoi un délai de 30 ans? Il répond parce que c'est la seule solution réaliste. Imaginez que le Congo était régi par un régime de ségrégation, un apartheid de fait, jusqu'au milieu des années 50, guichets séparés pour les blancs et pour les noirs, restaurants, cafés, hôtels et wagons de chemin de fer séparés, pas d'école mixte, pas d'accès aux noirs à l'université, pas d'officiers noirs dans l'armée. Dans le fait, et sans que cela ne soit écrit nulle part, la fonction publique était barrée aux Noirs. L'enseignement s'arrêtait à l'école primaire. À 18h, les Noirs devaient même respecter un couvre-feu. Van Bilsen mit surtout en garde le gouvernement belge contre la tentation de vouloir préserver à tout prix, à persévérer à tout prix dans sa politique attentiste. Parce qu'il se disait, de toute façon, l'indépendance, on en parlera au Congo et au Rwanda-Urundi. Alors, pour éviter des tensions et des mouvements irrésistibles en plusieurs parties des territoires belges au Congo, il a fallu que la Belgique réagisse à ce plan de 30 ans. Alors, les réactions suscitées par la publication du plan de 30 ans furent virulentes tant en métropole que dans la colonie. Dans les milieux coloniaux, à Léopoldville, on traita Van Bilsen de fou, de bradeur d'empire, comme je l'ai déjà dit. Le ministre des colonies, Auguste Buisseret, le méprisa avec dédain, le qualifiant de stratège irresponsable qui fixe des dates, montrant ainsi qu'il ne connaît rien et ne comprend rien à l'Afrique. Évidemment, il s'agit là d'accusations gratuites de la part de l'administration coloniale qui ne tient nullement compte des développements politiques en cours dans les continents africains. À l'inverse de Belges, majoritairement encore acquis aux thèses de la charte coloniale, la jeune élite congolaise se montra enthousiaste au débat suscité par la publication du plan de 30 ans. Cela servit d'ailleurs de détonateur et apporta suffisamment d'eau au moulin anticolonialiste de la discrète classe politique indigène jusque-là silencieuse. Je ne retiendrai ici que 3 réactions parmi les plus significatives, c'est-à-dire réactions au plan de 30 ans du côté congolais. Parmi ces réactions, je vais citer le manifeste des consciences africaines, le contre-manifeste des Labako et la réaction de l'Église catholique. Commençons par le manifeste des consciences africaines. Le manifeste des consciences africaines peut, à juste titre, être considéré aujourd'hui comme la première véritable réaction politique de l'élite politique congolaise au plan de 30 ans. Quand celui-ci parut en français en février 1956, Iléo et ses amis, réunis autour de l'abbé Albert-Joseph Malula, qui deviendra cardinal ici chez nous à Kinshasa, et donc Iléo et ses amis préparèrent discrètement leur réaction dans un document devenu célèbre, le Manifeste des consciences africaines, publié le 30 juin 1956. Vu l'importance historique de ces documents, un bref commentaire s'impose ici. Le manifeste des consciences africaines exprime en réalité les aspirations et les sentiments de la majorité des Congolais qui réfléchissent. Il dénonce la politique de substitution pratiquée par les colonisateurs, exige que les Congolais soient associés à l'élaboration d'un éventuel plan d'émancipation politique de la colonisation. Les rédacteurs du manifeste rappelaient également à la Belgique ses engagements en partie non tenus à contribuer au développement politique et social de la colonie. Se prononçant en faveur de la communauté belgo-congolaise que proposait alors les milieux belges, le gouvernement belge, fruit d'une libre collaboration entre 2 nations indépendantes liées par une amitié durable, les amis des consciences africaines surprirent par leur refus d'introduire le multipartisme au Congo. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport au multipartisme? Il disait « Notre position est nette, les partis sont nés de circonstances propres à la Belgique. Au Congo, ces partis sont un mal et ils sont donc inutiles.
En même temps qu'ils s'opposent au système de nomination, ils en appellent à l'établissement d'une véritable démocratie ainsi qu'à l'unité entre Européens et Africains. Il est très probable, d'après mon analyse, que les amis des consciences africaines n'aient pas tous lu à fond les documents publiés par Van Bilsen, ou s'ils l'avaient fait, ils n'avaient tout simplement pas compris la raison pour laquelle son auteur l'avait rédigé. En effet, en parcourant le manifeste, on se rend bien compte que Iléo et ses amis continuent de considérer le plan des 30 ans comme un plan sur le point d'être élaboré par les autorités belges, alors qu'en réalité, les idées exprimées par Van Bilsen sur l'urgence d'un processus de décolonisation n'engageaient nullement la responsabilité du gouvernement belge. Quoi qu'il en soit de cette lacune, le manifeste des consciences africaines était fait pour durer longtemps, car pour la toute première fois, un document conçu par des Congolais exprimait les aspirations du peuple et rappelait aux colonisateurs que sa domination sur le Congo ne serait pas éternelle. Mais dans un contexte d'éveil politique, le manifeste des consciences africaines péchait par une absence caractérisée d'accent revendicatif, se terminant même par de vibrants vivas qui appelaient encore les Congolais au loyalisme à la Belgique et à son roi. Les tons modérés et conciliants employés par les amis des consciences africaines n'est plus pas aux leaders de l'Abaco. Ceux-ci firent connaître leur prise de position à travers un contre-manifeste resté lui aussi célèbre. Les contre-manifestes de l'Abaco. Pris de court par la déclaration des amis des consciences africaines, le leader abakiste encadré par le professeur Van Bilsen lui-même, c'est lui-là qui avait rédigé le plan des 30 ans, et donc ces amis de l'Abaco, ils vont se réunir précipitamment en assemblée générale extraordinaire le 6 juillet 1956. Après avoir pris connaissance du plan des 30 ans, aidé par son auteur en personne, après avoir analysé les contenus du manifeste des consciences africaines, il publie le 16 août une déclaration violemment dressée contre Iléo et ses amis, dans laquelle il rejette sans détour le délai de 30 ans. Et je dois affirmer ici que avant 1958, au Congo, il n'y a pas un leader comme Kasavubu qui faisait peur aux Belges. Et Kasavubu était intransigeant. Il voulait tout et immédiatement. Et c'est sûr, on retrouve dans cette déclaration les propos de Kasavubu. Écoutez ce qu'il dit. Kasavubu et ses amis disent « Pour nous, nous aspirons non pas à participer à l'élaboration de ce plan, comme l'ont proposé les amis des consciences africaines, mais à son annulation pure et simple, parce que son application ne ferait que retarder les Congos davantage, comme cela est le cas. » Autrement dit, les leaders de l'Abaco exigent une indépendance totale et immédiate. Mais si d'aventure les autres leaders congolais ne voient pas les choses dans cette optique, la province du Congo central, bastion du parti cher à Kasavubu, s'engagerait seule dans la voie de l'émancipation politique. Cette thèse autonomiste, l'Abaco la défendra jusqu'à la veille de la proclamation de l'indépendance du pays. Et ça, c'est un peu la réaction de l'Abaco. On va voir surtout comment l'Abaco continue à exprimer cette thèse intransigeante contre les amis des consciences africaines. Parce que les amis des consciences africaines, apparemment, étaient d'accord pour que les Congos s'engagent dans les projets d'une communauté belgo-congolaise. Kasavubu et ses amis réagissent et disent quoi ? Chers amis des consciences africaines, le régime d'arbitraire pratiqué par le Belge a trop duré. On n'a plus que faire de ces façons de nous remplacer, de nous substituer. Ne savez-vous pas que c'est dans ces conditions qu'ils ont fondé leur fameux État indépendant du Congo ? Il n'y avait personne des nôtres à la conférence de Berlin. Et pourtant, tout était dit, tout était fait pour nous.
Et ça, c'est la réaction de leader de l'ABACO. Et nous allons voir maintenant quelle était la réaction de l'Église catholique à ce plan Van Bilsen. Les pavés jetés dans la mare par Van Bilsen ne laissa pas indifférente l'Église catholique. Au contraire, il l'obligea à prendre position en faveur de l'émancipation politique du Congo dans une déclaration de l'épiscopat du Congo belge et du Rwanda-Urundi publiée le 29 juin 1956. Voyons un peu que veut l'Église catholique. En réalité, la hiérarchie catholique sortait de son silence prudent et prenait ses distances vis-à-vis du capital et de l'administration, deux autres piliers de la colonisation belge au Congo. Dans la foulée, l'Église catholique fit savoir que les habitants d'un pays ont le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques et exhorta la Belgique à respecter ce droit et à en favoriser l'exercice par une éducation politique progressive. Rien n'était toujours dit de l'indépendance. Et là, on va prendre une pause avant de revenir. D'une manière plus nette des intérêts occidentaux, sans toutefois appuyer l'une des thèses principales défendues par le professeur Van Bilsen dans son plan, à savoir l'échéance de 30 ans. L'Église y était opposée. Et voilà, le secrétaire général de la conférence de la hiérarchie catholique se contenta de dénoncer sur un ton modéré les abus de la colonisation et préconisa une accélération du mouvement en faveur de l'indépendance ainsi que le transfert de pouvoir aux élites locales. Je crois connaître la raison de cette brusque volte-face de l'Église catholique. Réputée l'un des piliers de la trilogie coloniale belge au Congo, l'Église catholique est encore en 1956 la seule véritable institution à avoir formé les élites locales. Elle est assurée, si elle négocie bien le virage à venir, de se retrouver face à un personnel politique susceptible de la ménager, sinon de l'avantager. Attendre 30 ans, c'est courir le risque de voir la classe de futurs gouvernants se diversifier et des tendances moins favorables, sinon hostiles à l'Église, s'y faire jour. Et un jeune prêtre congolais, l'abbé Joseph Albert Malula, futur archevêque de Kinshasa et cardinal, s'illustra lui aussi dans la lutte pour l'émancipation politique du Congo. Il s'investit à accompagner ces mouvements et surtout à l'intégrer à la dynamique ecclésiale. C'est tout le sens de sa célèbre phrase « Nous voulons une église congolaise dans une nation congolaise qui guidera son engagement futur ». On peut regretter que, pour répondre à cette amorce de dialogue, les gouvernements belges n'aient pris aucune initiative significative sur le plan politique, préférant attendre le 13 janvier 1959 pour publier sa fameuse déclaration sur l'avenir du Congo. Mais la Belgique a dû quand même travailler pour essayer d'étudier les plans de 30 ans et de voir quelles seraient les possibilités pour engager le processus de décolonisation. On sait par exemple que dès 1956, le gouvernement belge, par le ministre des colonies Buisseret, s'était efforcé de régler de façon partielle cependant avec l'ONU les problèmes de la progression politique des indigènes congolais. En vue de cette émancipation, les gouvernements belges s'étaient engagés à améliorer qualitativement et quantitativement l'ensemble du réseau scolaire, à ouvrir des nouvelles facultés à l'unique université existence, université des Lovanium, créée seulement en 1954, et à encourager la création dans le meilleur délai des deux autres nouvelles universités, à Elisabethville, à Lubumbashi, en 1956, et à Stanleyville, Kisangani, en 1963.
Significative aussi l'initiative prise par les gouvernements belges, animés par Ace 15, le 1er juillet 1958. Il esquissa d'intéressantes perspectives quant à l'évolution politique des autochtones et annonça à la Chambre son intention de fixer une fois pour toutes l'avenir politique de la colonie. Pendant qu'en Belgique, on s'agitait autour de la question de l'émancipation politique du Congo, Lumumba et d'autres Congolais se rendaient à Accra, au Ghana, pour participer à la conférence panafricaine d'Accra. Et à Accra, Lumumba rencontre Kwame Nkrumah, et quand il rentre au Congo, on est là en 1958, il convoque un meeting, comme on disait à l'époque, et au cours de ce meeting, tenu le 28 décembre 1958, Lumumba rendit compte à ses auditeurs des travaux de la conférence d'Accra et profita de l'occasion pour présenter le programme d'action de son parti, le Mouvement national congolais. Dans son discours qui se radicalise de plus en plus, on sent que la rencontre avec Nkrumah l'a transformé et Lumumba devient aussi intransigeant que ne l'était ou que ne l'est Kasavubu. Et vous savez, Lumumba, auparavant, on ne le craignait pas. Avant 1958, on ne parle vraiment pas de lui. Et maintenant, vous allez voir que Lumumba va occuper toute l'arène politique du Congo. Et lors de ce meeting, Lumumba est très dur avec la colonisation. Il dit ceci, parlant de l'indépendance du Congo: « Nous voulons dire adieu à l'ancien régime, ce régime d'assujettissement qui prive les nationaux de la jouissance des droits politiques reconnus à toute personne humaine et à tout citoyen libre. » Plus loin, Lumumba affirme: « Dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo, indépendance que nous voulons totale, nous n'avons cessé de proclamer que nous n'étions contre personne, mais uniquement contre la domination, les injustices et les abus, que nous voulons tout simplement nous libérer des entraves du colonialisme avec toutes ses conséquences. » Enfin, un dernier avertissement à la Belgique, c'est encore Lumumba qui dit: « L'œuvre des colonisations entreprises par la Belgique au Congo doit être limitée dans le temps et dans l'espace. À notre avis, cette limite est largement atteinte. L'indépendance que nous réclamons au nom de la paix ne doit pas non plus être considérée par la Belgique comme un cadeau, mais au contraire, il s'agit de la jouissance d'un droit que le peuple congolais a perdu. » Ces discours surprit beaucoup dans les milieux du colonat à Léopoldville, où beaucoup estimèrent que Lumumba avait franchi le Rubicon. Quant à l'autorité coloniale, elle gesticula et prit peur. Désormais, Lumumba était tenu à l'œil et surveillé. Pour les contraindre au silence, on pensa même rouvrir un vieux dossier judiciaire relatif au détournement de fonds publics. Mais c'est sur une autre affaire que Lumumba sera poursuivi puis écroué, c'est-à-dire atteinte à la sûreté de l'État. Au fait, à la suite d'un meeting tenu à Kisangani le 30 octobre 1959, où l'intervention de la police fit des morts parmi les militants du MNC, Lumumba fut incarcéré sur place, puis transféré à la prison de Buluo, près de Jadoville, qu'on appelle aujourd'hui Likasi, dans le Katanga. Et alors, comme autre facteur, je vais rapidement évoquer l'exposition universelle de Bruxelles, parce que là aussi, des Congolais avaient été choisis pour représenter toute la colonie. Et quand ces Congolais arrivent à Bruxelles, en Belgique, ils découvrent qu'en Belgique aussi, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais ils ont surtout l'occasion de rencontrer des milieux, des gauches de la Belgique. Et parfois, ces Congolais sont encouragés à multiplier les audaces politiques et du coup, les Congolais constatent que par-delà les différences, voire les rivalités tribales, leurs aspirations étaient communes. À leur retour au pays, au Congo,
les délégués congolais travaillés par ces partis de la gauche belge se mirent à véhiculer idées et tracts sur l'émancipation politique de la colonie sans pour autant parler explicitement de l'indépendance. Mais c'est plutôt durant les émeutes de Léopoldville que la formule magique indépendance immédiate fut lâchée et reprise en chœur par des milliers de manifestants en colère décidés d'en découdre avec le régime colonial. Alors je vais terminer avec les émeutes de Léopoldville du 4 au 7 juillet 1959. Le meeting du MNC tenu par Lumumba le 28 décembre 1958 à Kinshasa, à Léopoldville, fit grand bruit dans la capitale. Du côté des Labako, l'agitation fut grande. Les membres de la direction des Labako n'avaient pas apprécié l'activisme politique de Lumumba qui, par ce meeting, venait de voler la vedette à Kasavubu, considéré par beaucoup comme le leader naturel et incontesté de Léopoldville, majoritairement habité par les gens d'en bas. Pour reconquérir le terrain perdu face au MNC, qui venait d'ailleurs d'exiger l'indépendance totale et immédiate, l'Abako, par sa section urbaine des Kalamou, annonça à son tour la tenue d'un meeting public le 4 janvier 1959. D'après ses organisateurs, il s'agirait d'une réunion d'information visant à galvaniser les militants de l'Abako. Au cours du meeting, Gaston Diomi, bourgmestre Mukongo d'Ngiringiri et membre du MNC, Arthur Pinzi, bourgmestre Mukongo de Kalamou et syndicaliste de l'APIC, et Joseph Kasavubu, président général de l'Abako et bourgmestre Mukongo de Dundal, l'actuelle commune de Kasavubu, devraient à tour de rôle prendre la parole sur des thèmes bien précis. Diomi, revenu d'Accra avec Lumumba, était invité à rendre compte de sa participation à la conférence panafricaine. Pinzi centrerait son intervention sur la réunion syndicale à laquelle il avait récemment participé à Bruxelles, et Kasavubu, le plus attendu, se serait exprimé sur les espoirs de l'Abako par rapport à la déclaration gouvernementale annoncée pour le 13 janvier suivant concernant l'avenir politique et administratif du Congo. Et dans une lettre du 30 décembre 1958, la section Abako-Kalamou écrivit au bourgmestre principal de Léopoldville, un certain Jean Tordeur, pour l'informer de la tenue d'un meeting le 4 janvier 1959 au foyer protestant IMK, commune des Kalamou. La lettre en question ne parvint au bureau du premier bourgmestre que dans l'après-midi du 2 janvier. Après en avoir pris connaissance, le premier bourgmestre estima avec raison que les organisateurs de la manifestation n'avaient pas respecté les délais prévus par la loi. Les trois, il écrivit au président sectionnaire de Kalamou, un certain Vital Moanda, pour lui communiquer la décision interdisant la réunion publique du lendemain. Malheureusement, les leaders de l'Abako n'eurent pas le temps d'informer leurs partisans, leurs adhérents. Et du coup, le 4 janvier, à partir de 11h, militants de l'Abako et autres Léopoldvillois, sympathisants, commencèrent à affluer, nombreux devant le centre protestant IMK. Face à une foule excitée, Kasavubu, arrivé précipitamment sur les lieux, autour de 15h, prit brièvement la parole. Dans son adresse, il appela le militant au calme, fit savoir que tout le peuple congolais réclamait l'indépendance, que l'Abako et le MNC de Lumumba poursuivaient un même combat. Il invita ensuite l'assistance à attendre dans le calme l'étude que la direction de l'Abako ferait de la très attendue déclaration gouvernementale du 13 janvier et annonça enfin le report du meeting au 18 janvier. Ce bref discours improvisé des Kasavubu fut très applaudi par la foule qui réagit par des acclamations enthousiastes. Vive l'Abako, vive l'indépendance. Officiellement, la séance était levée. Et sans plus attendre, Kasavubu, Nzeza Landu, Kingo Tolo, secrétaire général de l'Abako, et les autres leaders abakistes quittèrent l'enceinte du centre IMK sous les acclamations de militants. Mais contre toute attente, certains participants au meeting se mirent à proférer des injures contre le blanc.
Makombo Kitashima apporte cette précision importante. Les leaders de l'Abaco furent imités seulement par de très petits groupes. Les gros des participants au meeting resta aux alentours de l'enceinte IMK. Ils débordaient les ronds-points de l'avenue Victoire et de l'avenue Prince-Baudouin. En vain, les organisateurs essayèrent-ils d'exhorter la foule au calme et d'évacuer les lieux. La présence de messieurs Duvivier en Belge, à cet instant particulier, raviva la tension. Car, pris à partie par la foule, cet agent belge envoyé par les autorités pour juger du caractère de la réunion laissa imprudemment entendre que la réunion n'était pas décommandée. Ce qui fit dire à certains sympathisants de l'Abaco que les comités centrales jouaient à la farce. L'ambiance devenant extrêmement tendue, la police fut alertée et par manque de sang-froid entra en action. La suite des événements fut dramatique. À partir de ces jours, pendant 3 jours, 4 jours même, voilà, Kinshasa ou Léopoldville fut embrasée. L'insurrection de Léopoldville, consécutive à l'interdiction du meeting de l'Abaco, fut tellement violente que les émeutes réprimées dans le sang par la force publique durèrent du 4 au 7 janvier 1959, faisant entre 250 et 300 morts parmi les Congolais. L'administration coloniale parla d'abord de 47 morts et 241 blessés parmi les Africains avant de se rétracter, 71 morts, puis une centaine, puis 200. Pierre Moulélé, secrétaire général du Parti solidaire africain, dira de ces émeutes « Les nôtres se sont vaillamment battus sans armes. S'ils avaient disposé d'une bonne organisation et d'armes en suffisance, ils auraient pu libérer la ville ce jour-là. » En Belgique, les émeutes de Léopoldville ont surpris par l'ampleur de leur violence. Max Busset, président du Parti socialiste, demanda et obtint du gouvernement l'envoi à Léopoldville d'une commission d'enquête parlementaire pour déterminer les causes de l'insurrection. Le ministre Maurice Van Emmerleek l'annonça à la Chambre dès le 8 janvier. La commission mise en place débarqua à Léopoldville et s'est mise immédiatement au travail. À son retour à Bruxelles, elle rendit son rapport qui mettait en évidence les injustices sociales, les préjugés racistes, la carence de l'autorité, l'inertie et la faiblesse de l'administration coloniale, les lenteurs de l'évolution politique, l'insuffisance des mesures qui devraient aider à lutter efficacement contre la récession économique, mais aussi l'insuffisante coordination entre les différentes forces chargées du maintien et du rétablissement de l'ordre. Une fois le calme revenu, l'administration coloniale, comme à son habitude, plus soucieuse d'ordre que des dialogues, sévit avec vigueur. Par un arrêté du 11 janvier, l'Abaco fut dissoute et les coupables désignés. Ainsi furent arrêtés et jetés en prison le 12 janvier les principaux leaders de l'Abaco, dont Joseph Kasavubu, Daniel Kanza et Simon Nzeza. Ils seront libérés 2 mois plus tard, le 14 mars, à l'issue de la visite du ministre des Colonies, Maurice Van Emmerleek. On parla à l'époque de leur mise en liberté provisoire contre l'avis du gouvernement général. À quelque chose, dit-on, malheur est bon, je vais terminer là, les journées insurrectionnelles du 4-7 janvier 1959, au-delà de leur côté dramatique, provoquèrent un énorme choc psychologique dans les opinions publiques belges et congolaises. Elles donnèrent de façon inattendue un coup d'accélérateur au processus de décolonisation en cours depuis 1956 et permirent de sortir les mots indépendance du terrain vague de la clandestinité en mettant la Belgique devant ses responsabilités. Les gouvernements belges devaient dès lors préciser sa position par rapport à l'avenir politique et administratif du Congo. C'est l'essence de sa déclaration du 13 janvier 1959. Et Bob, je m'arrête ici et place au débat.